Ce spectre de la santé digitale, il est large, il est complexe, il est sans cesse mouvant. Et donc, les équipes de la Fondation Pierre Fabre, elles le scrutent grâce à cet observatoire depuis plus de 6 ans. On rappelle, cet observatoire, il identifie, il documente, on envoie des gens sur le terrain mener des enquêtes terrain, on répertorie véritablement les initiatives en e-santé dans les pays du Sud. L'observatoire, il faut le signaler, il est en accès libre, il est en accès gratuit. Il a fait peau neuve sur odes.io et cette banque de renseignements, elle est aujourd'hui bien conséquente. C'est un travail unique qui est mené et pour vraiment se rendre compte de la valeur de ce travail, je vous propose d'en découvrir les principaux chiffres en images. Voilà, très très beau travail qu'on peut vraiment applaudir, mené par les équipes de la Fondation Pierre Fabre qui sont dans cette salle et aussi tous leurs partenaires qu'on a vus tout à l'heure. Et pour fournir toutes ces données depuis déjà 6 ans, je vous le disais, cet observatoire ne se contente pas de répertorier les initiatives. Il y a des équipes qui sont envoyées directement sur le terrain pour en savoir plus sur les déploiements des projets. Des spécialistes sont aussi envoyés sur place pour évaluer l'évolution des projets, cette fois-ci sur du très long terme, notamment les projets récompensés chaque année par les prix de l'Observatoire et appuyés derrière dans leur développement par les équipes de la Fondation Pierre Fabre. Et vous avez mené ce travail, Philippe Lepère. Vous êtes expert en santé mondiale après une longue carrière à l'étranger, dans des ONG, dans des institutions publiques. Vous avez beaucoup travaillé aussi pour ONU-SIDA. Et vous avez donc suivi 4 projets, entre autres sur du long terme, soutenus par la Fondation Pierre Fabre. Et on va s'attarder donc avec beaucoup d'intérêt sur vos conclusions. Alors, l'idée, très claire dans les choses, c'est pas d'aller décerner des bons points ou des mauvais points à chaque projet. Ce n'est absolument pas l'idée de ce constat. On est dans une journée aujourd'hui sur la capitalisation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir quels sont les facteurs de réussite de chaque projet, les difficultés aussi qu'ont pu rencontrer les projets et comment tout le monde, qu'on soit en Asie, en Afrique ou en Amérique, comment on peut s'appuyer là-dessus pour se développer et aller plus vite. Et on va essayer de voir tout au long de cette session s'il y a de grandes règles générales finalement à respecter, s'il y a une synthèse que l'on peut faire de cette étude de projet. On va peut-être commencer, Philippe, par Yeda, qui est un projet qui est mené par l'ONG Terre des Hommes au Burkina Faso. Et on découvre tout de suite ce projet en images. Ce qui a été révolutionnaire et décisif pour Yeda, c'est le fait qu'on a assez simplement finalement digitalisé des protocoles de prise en charge qui existaient, qui avaient été définis par l'OMS, mais qui étaient très difficilement applicables par les agents de santé au niveau périphérique. Donc, tout notre objectif a été justement de faire que ces protocoles soient plus appliqués qu'ils ne l'étaient auparavant
Et c'est en ça que ça a été révolutionnaire finalement, c'est qu'on a, avec du digital, apporté une réponse à cette problématique d'application des protocoles. C'est une co-création avec le ministère de la Santé. Cette approche, elle vise principalement à améliorer la qualité des soins qui sont prodigués au niveau des centres de santé périphériques, donc le niveau primaire du système de santé au Burkina Faso. Un des autres objectifs de IEDA est d'améliorer la qualité des données qui sont collectées et qui permettent justement au système de santé de construire leur politique et leur stratégie sur le pays. Depuis 2018, on a élaboré un plan de transfert de technologie et également de la base de données sur les serveurs du ministère de la Santé. C'est une très bonne chose qu'IEDA puisse être repris par le ministère de la Santé, et en ce sens que cette reprise en main par le ministère de la Santé va permettre que la prise de décision puisse être faite sur des bases factuelles, parce que les données seront capitalisées par les systèmes de santé. Voilà ce beau projet IEDA mené par Terre des Hommes, entre autres au Burkina. Philippe, vous êtes allé sur place avec une belle originalité et aussi une belle réussite de ce projet. C'est un passage à l'échelle. Oui, en effet, c'est peut-être le seul projet développé à une échelle nationale en Afrique de l'Ouest, en tout cas, et où on a plus l'habitude des petits pilotes et de ce qu'on appelle dans le langage la pilotite. Là, c'est vraiment, comme l'ont dit les chiffres, 85% du territoire, c'est fabuleux, quoi. Ouais. Et c'est un projet aussi, puisqu'on est sur une journée sur la capitalisation et l'évaluation, dont on peut assez facilement, si j'ai bien compris, évaluer l'impact sur les populations. Alors oui, on a donc les quelques études qui ont été faites ont montré une baisse de consommation des antibiotiques, mais en dehors de ce qu'on peut mesurer à travers les indicateurs sanitaires nationaux, l'impact est aussi à plusieurs niveaux. Au niveau de la pratique médicale, il y a eu vraiment un changement de la pratique médicale des personnels de santé. Ouais, par exemple, au lieu de se tenir derrière son bureau, l'infirmier va se tenir à côté de la maman pour faire le diagnostic avec la maman. Au lieu de commencer par prescrire un antibiotique à l'enfant qui est fiévreux, il va commencer par lui mettre un drap humide pour faire baisser la température. Tout un tas de petites choses comme ça qui ne se mesurent pas forcément dans les indicateurs de santé, mais qui sont vraiment un impact sur la meilleure pratique. Et de ce fait, aujourd'hui, quand vous avez une maman qui vient au centre de santé, si l'infirmier était en train de faire la mise à jour de la tablette, elle va repartir parce qu'elle va dire « s'il ne me soigne pas avec la tablette, je serai mal soigné ». Parce que la maman suit avec l'infirmier le déroulé de la consultation. Et donc, il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment peut-être quand on parle de renforcement des systèmes de santé, c'est le bien-être du personnel soignant, le bien-être du clinicien. Et plus ce clinicien, plus ce personnel soignant se sent en confiance, meilleur sera son diagnostic et meilleure sera sa relation avec le patient. Et je crois que ça, c'est difficile à mesurer, mais c'est quand même un impact réel de l'utilisation de cette tablette et de cet algorithme. Ouais, c'est passionnant ce que vous êtes en train de nous dire, parce que c'est vrai que lorsque l'on parle de capitalisation ou d'évaluation, le thème de cette journée, on a souvent tendance à se focaliser sur des chiffres, et les chiffres que vous nous donniez, baisse de consommation d'antibiotiques, pourcentage de la population atteinte, ils sont impressionnants, mais on oublie que des outils digitaux, ce sont aussi une modification de relations interpersonnelles derrière, entre soignants et patients, et là vous nous dites bien comment finalement les patients sont embarqués quelque part dans le soin grâce à une tablette. Oui, parce que si vous focalisez sur les chiffres, vous oubliez une donnée essentielle, c'est que cet outil améliore le diagnostic, mais n'améliore pas la distribution des produits pharmaceutiques. Donc même avec un bon diagnostic, quand vous allez à la pharmacie, s'il n'y a pas le médicament, l'indicateur ne va pas se retrouver changé, parce qu'il y aura toujours le même taux de mortalité. Donc vous voyez,
En dehors des indicateurs, il faut s'intéresser à cette relation patient-soigné, soignant-soigné. D'autant que ces indicateurs, j'ai envie de dire, informels sur le bien-être des soignants ou le fait que le patient, tout d'un coup, il va avoir d'autres manières aussi, pourquoi pas de se soigner, d'imaginer des choses ou d'être en relation avec son médecin. Ces indicateurs informels, souvent, ils sont difficiles à imaginer lorsque l'on lance un produit. Oui, c'est un autre indicateur pourrait être, par exemple, les dépenses des ménages. Puisqu'il y a une meilleure qualité de soins, vous revenez moins souvent au dispensaire en consultation, puisque si le diagnostic est bien fait, maintenant vous n'avez pas besoin de revenir tous les semaines parce que l'enfant a toujours de la fièvre. Et donc vous pouvez être plus disponible pour aller au champ, vous évitez des frais de transport pour aller au dispensaire. Donc au niveau des ménages, si on regardait l'indicateur de dépenses de santé, on verrait sûrement une différence. Alors on voit des indicateurs, on a vu des choses très très positives sur IEDA. Est-ce que ça en fait un projet pérenne sur le long terme pour autant? Alors non, malheureusement, mais ça va être une constante sur les 4 projets qu'on va voir. Pour que ce soit pérenne, il y a quand même tout un ensemble de facteurs qu'il faut considérer. Et malheureusement, il n'y a aucun des projets dont on peut dire aujourd'hui qu'il est pérenne, pour diverses raisons, pour tout un tas de raisons. Pour IEDA, par exemple, le projet est passé à l'échelle. Il a été co-construit avec le ministère de la Santé, mais à un moment donné, l'ONG est allée plus vite que le ministère dans la mise en œuvre, parce que l'ONG a une capacité d'absorption de fonds que n'a pas forcément le ministère, parce que l'ONG va avoir accès à des financements internationaux que n'aura pas le ministère, donc va avancer plus à un rythme de bailleurs de fonds. Donc, par exemple, comme ils ont des financements du Fonds mondial, c'est un financement basé sur la performance. Donc, tous les 3 mois, il faut montrer des résultats. Et donc, arrive un moment, le ministère ne peut pas suivre ce rythme, et donc l'ONG va plus vite que le ministère. Donc là, la grosse problématique de IEDA, c'est comment transférer ce projet au ministère de la Santé, en fait. Et puis après, je ne vais pas rentrer dans les technicalités, parce qu'on a utilisé une plateforme ouverte qui est Comcare, mais elle est tellement ouverte que les données sont hébergées aux États-Unis. Donc il y a un gros problème de transfert des données des États-Unis au Burkina Faso. On a mis en place DHS2, les données sont à Oslo, donc il faut aussi rapatrier les données d'Oslo. Donc en fait, on a un projet qui est à l'échelle du pays, mais le gouvernement, le ministère de la Santé n'a pas accès aux données, n'héberge pas les données, et même s'il les hébergeait, les ressources humaines étant trop faibles en quantité et en formation, il n'y aurait pas d'utilisation de ces données à des fins politiques. Donc vous voyez, et puis un autre aspect, c'est qu'on ne sait pas combien coûte le projet. Il n'y a jamais eu d'évaluation économique, donc on ne sait pas quel est le coût par patient d'utilisation de la solution. Et donc, quand on parle de pérennité, il faut quand même un modèle financier. Et donc mais c'est une faiblesse qu'on retrouve dans tous les projets, l'évaluation économique. Justement, Philippe, on va s'arrêter 30 secondes sur ce que vous nous dites qui est passionnant. On a un projet qui est, on va le dire, qui est génial, qui atteint 85% de la population, qui permet d'améliorer la santé de la population et d'atteindre une population qui n'a pas toujours un accès facile aux soins. Donc ça, c'est extraordinaire. On a une ONG qui est pleine de dynamisme, pleine d'envie, qui va, et elle va peut-être trop vite parce que derrière, les institutions publiques n'arrivent pas à suivre cette vitesse. 2, elle utilise des outils qu'elle maîtrise, qu'elle utilise, mais qui envoient des données en Europe, qui envoient des données aux États-Unis. En plus, il y a une facture écologique derrière qui n'est pas neutre, qui pose donc des questions. Et puis, vous nous dites, on n'a peut-être pas pris tout en compte dans l'architecture informatique et dans l'architecture financière du dossier. Est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse générale des dossiers de se dire au départ, dans les ONG, on va commencer par une architecture en se disant on va passer dans une mise à l'échelle et donc on est obligé de poser des bases un peu plus solides que ce que l'on a connu jusqu'à présent? C'est assez compliqué parce que Terre des Hommes a été un précurseur. Ils ont mis en place un projet avant qu'il y ait une politique nationale, une stratégie nationale de santé numérique, avant qu'il y ait des lois de protection des données à caractère individuel. Et en fait, c'était un processus learning by doing, je voudrais dire. C'est-à-dire qu'ils ont appris au fur et à mesure qu'ils ont avancé. Et donc, que ce soit du côté de l'ONG ou du côté du gouvernement, il n'y avait pas de plan conçu dès le départ de renforcement des capacités, etc., puisque c'est un processus qui a fait effet boule de neige, en fait. On a commencé avec l'application, ça a bien marché, on a étendu, et puis au fur et à mesure des financements, on a étendu de plus en plus. Et donc, ça s'est construit comme ça. Donc maintenant, il y aurait au contraire beaucoup d'enseignements à tirer de ça pour voir comment ce même genre de programme, on peut le concevoir pour l'échelle directement.
Et dès le départ. Dès le départ. Et dès le départ. Je redis, l'idée aujourd'hui, on n'est pas là en train de donner des bons points ou des mauvais points aux uns aux autres. On est en train d'abord de se réjouir de ce qui marche bien, de ce qui a été appuyé par la Fondation Pierre Fabre et de se dire, voilà comment, à partir de nos difficultés, on peut aider les autres à ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Enfin, ceci dit, je crois qu'il y a des dizaines d'ONG qui aimeraient avoir les problèmes de Terre des Hommes actuellement, quoi, parce que... Parce que, enfin, bon, on voit un peu ce qui pourrait être amélioré, mais on est à un niveau quand même, enfin, je le rappelle, c'est à l'échelle nationale, c'est un niveau de mise en œuvre qui est exceptionnel, quoi. Autre projet soutenu par la Fondation Pierre Fabre, qui a été lauréat ici, c'est BSSB. Alors on est là cette fois-ci sur un projet de suivi des dons du sang. C'est au Cameroun, avec une question de la qualité et surtout de la traçabilité des dons du sang. C'est bien ça, Philippe ? Oui, alors... Le Cameroun est un pays assez particulier parce que moi-même, je tourne un peu dans l'Afrique francophone depuis un certain nombre d'années et en fait j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de stratégie nationale de sécurité transfusionnelle, que les choses sont en train de se mettre en place et qu'il n'y a pas réellement de volonté politique d'avoir ce système de sécurité de sang sécurisé. Et bien avant donc, le tout premier décret, c'est-à-dire dans les années 95, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé a dit moi je veux assurer la qualité du sang. Et donc il a commencé à mettre en place une banque de sang. Donc d'abord c'était juste un local, et puis après avec les financements il a pu avoir tout un bâtiment, mettre en place une équipe. Et il s'est très vite rendu compte que le suivi avec le papier, ça ne lui permettait pas d'assurer la qualité nécessaire et la traçabilité. Et très vite, il a dit aussi, je veux que mon centre soit de qualité internationale, quoi, en fait. Et donc, il s'est rapproché de Djembi en Afrique du Sud, qui est une entreprise à but non lucratif, qui a installé ce logiciel au centre dans cette banque de sang. Et donc c'était un logiciel qui avait été conçu par une société sud-africaine, qui a été fait pour les spécificités africaines et qui correspond vraiment aux besoins de cette banque de sang. En fait. Et rien que ça, c'est déjà un succès. C'est fait par une société africaine, ça répond à un cahier des charges qui a été donné localement et ça marche en plus. Oui. Par exemple, en fait, nous en France, on n'a pas ce problème. Le donneur de sang, on sait qu'il va être bénévole. Au Cameroun, il y a des gens qui se font payer pour aller donner leur sang. Et donc, ce logiciel permet d'identifier les gens et de dire ceux qui reviennent tous les jours ou tous les semaines pour donner leur sang, de leur dire non, il faut que tu attendes 3 mois. Vous voyez, enfin, rien que ça, déjà, c'est un pas en avant. Et donc, il y a tout un tas de spécificités locales qui sont intégrées dans ce logiciel, effectivement. Et donc, ça, c'est un partenariat sud-sud qui a montré son efficacité. Alors, et donc, pour aller plus loin, en fait, ils ont obtenu l'accréditation de la Société africaine de transfusion sanguine. Donc, c'est le seul banque de sang informatisée et qui est accrédité dans le pays, quoi. On est sur un partenariat sud-sud. On est sur un partenariat qui fonctionne. On est sur une solution qui marche. On a une traçabilité qui a été faite, au moins en tout cas pour les institutions, les personnes périphériques à cet hôpital. En revanche, on est sur un outil qui a aussi des faiblesses derrière et dont on ne sait pas s'il va pouvoir passer à l'échelle. Pourquoi ? En fait, je ne dirais pas que c'est l'outil qui a des faiblesses. C'est que le gouvernement actuel va mettre en place une politique de transfusion sanguine, va réformer donc ce qui se fait, parce que ce qui fait la force de l'outil peut faire sa faiblesse en disant que d'autres banques de sang se sont mises en place, mais aucune n'est accréditée et aucune n'a d'outil. J'ai envie de dire, il y a juste à dupliquer dans ce cas-là. Donc voilà, c'est ça, ce qui serait logique, c'est de se dire, on a un modèle qui fonctionne bien, donc on le duplique. Mais l'organisation a été confiée à l'OMS. Donc que va choisir l'OMS ? Va-t-elle choisir ce logiciel ou un logiciel préqualifié par l'OMS ? C'est la question. Et donc si on choisit un autre modèle, ça veut dire que celui-ci qui fonctionne bien va devenir illégal, entre guillemets, quoi. Alors ça, c'est aussi un point qui est très important. Effectivement, avant un passage à l'échelle, on se tourne vers un gouvernement, on lui propose la chose, et le gouvernement dit attendez, je vais aller chercher une institution internationale où les choses, par définition, et ce n'est pas un reproche, mais prennent plus de temps pour se décider, et on peut laisser un projet, pour le coup, dans un état de stand-by, et en ne sachant pas s'il va passer à l'échelle ou s'il va disparaître. Une autre faiblesse qu'on trouve dans ce projet BSSB, alors qui va peut-être toucher 80% des projets en santé digitale,
C'est à la fois la force et la faiblesse d'un projet, c'est qu'au départ, c'est une histoire d'hommes, de femmes, de confiance. C'est génial pour lancer un projet. Dans un passage à l'échelle, ça devient plus problématique. Pourquoi ? En fait, c'est une donnée que je m'aperçois que la littérature néglige un peu, c'est le facteur humain et le leadership. Dans le cas du Cameroun, s'il n'y avait pas eu ce directeur d'hôpital, s'il n'y avait pas eu le professeur Fouda, il n'y aurait pas cette banque de sang avec ce système numérisé. Mais comme chaque leader, arrive un moment, vient l'âge de la retraite, et qu'est-ce qui va se passer quand il va partir ? Je ne sais pas. Il faut savoir que la banque de sang, elle est autonome. Il a réussi à négocier de le faire financer les salaires sont pris en charge par le ministère des Finances, mais le budget de fonctionnement vient du budget de l'hôpital. Il a réussi à négocier de sécuriser ce budget de l'hôpital et donc cette ligne budgétaire pour la banque de sang. Donc c'est vraiment son leadership qui a fait la différence. Mais bon, dans 2-3 ans, quand il ne sera plus là, je ne sais pas si ça va continuer. Enfin, c'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Et ça, c'est une question vraiment commune, alors qui n'est pas propre à la santé digitale, qui n'est pas propre aux ONG, qui est propre à n'importe quelle start-up ou n'importe quelle entreprise. Quand on a un dirigeant qui est visionnaire, qui a du leadership, qui embarque les gens avec lui, comment est-ce qu'on prépare la transition lorsque ce dirigeant n'est plus là ? Ou à l'inverse, quand on a aussi des contacts dans les ministères, les institutions qui sont visionnaires, qui poussent un projet, comment est-ce qu'on prépare lorsque ce contact, il est muté, il change de place, il change de boulot ? Et c'est aussi une faiblesse qu'il faut prendre en compte dès le départ, ou en tout cas dès les premiers mois, premières années d'un projet. Autre continent et autre projet qu'on connaît bien ici, puisqu'il a été primé à 2 reprises, c'est Kushi Baby en Inde. On rappelle le principe général de Kushi Baby. C'est un projet qui s'est développé au Rajasthan, dans le nord de l'Inde. Il avait pour but de faciliter les tâches des travailleurs sociaux et médicaux jusqu'au dernier kilomètres, jusqu'aux populations les plus éloignées. Ce projet avait été récompensé par la Fondation Pierre Fabre, notamment pour un petit collier que portent les enfants autour du cou. C'est une petite amulette qui est porte-bonheur, mais dans cette amulette, on a des données de santé propres à l'enfant qui sont stockées, comme notamment ces vaccins. C'est une sorte de petit carnet de santé qui est portable. Et lorsqu'un travailleur social s'approche avec un terminal, peut être une tablette, un téléphone, eh bien, il récupère tout de suite les données de santé de l'enfant. Derrière tout cela, bien sûr, il y a tout un travail de gestion de données, de plateformes numériques et d'autres projets qui sont nés derrière, notamment autour du Covid. Et surtout, Kushi Baby travaille maintenant main dans la main avec les services de l'état de santé du Rajasthan. Philippe Lepère, quel regard sur ce passage de projet à l'échelle ? Alors là, on est aussi à l'échelle, puisque c'est le gouvernement du Rajasthan qui le met en œuvre. La différence, si vous voulez, par rapport à un projet comme IEDA, on est vraiment dans le schéma des acteurs du développement d'il y a 30 ans, où on a la grosse ONG qui met en place et après on donne au gouvernement. Là, c'est l'inverse. C'est le gouvernement qui veut quelque chose et Kushi Baby qui est le prestataire de service. Et donc, les idées viennent... Là aussi, c'est encore une fois une histoire d'homme, puisque c'est une personne dans le secrétariat de la santé du Rajasthan qui est passionnée par les données, qui, à ses heures perdues, ou en heures supplémentaires en tout cas, essayer de concevoir des tableaux de bord pour voir un peu comment gérer tout ça mieux. Et quand il a rencontré les gens de Kushi Baby, ça a pris, quoi. Et, une communion qui s'est faite. Et donc Kushi Baby a développé donc, tout un tas d'outils pour répondre à la demande du gouvernement. Mais tout est financé par le gouvernement. Enfin, toutes les actions... les salaires, tout ce que vous voulez, sont financés par le gouvernement. À part la recherche, au moment de concevoir l'outil, là, ça, c'est le budget que doit mobiliser Kushi Baby pour la conception des outils. Il faut le signaler aussi, Philippe, un vent porteur très favorable, c'est-à-dire une volonté du gouvernement d'aller très loin dans la digitalisation de la santé. La volonté politique, elle est très affirmée. Oui, parce qu'en fait, le gouvernement indien a lancé Digital India il y a quelques années, et donc tout est fait pour avoir une société digitale en Inde. Et l'identifiant unique, le dossier patient numérisé, ça date déjà, quoi. En fait,
Et par exemple, si je reviens par rapport à IEDA aussi, vous avez le dossier numérisé, mais le dossier numérisé, le dossier du patient, reste avec l'infirmier dans le centre de santé. Ici, il est autour du cou du bébé. On le voit au cou des petits-enfants. Là. Alors, comme là aussi, ils se sont adaptés, parce qu'au début, c'était un collier, puis après, c'était une carte. Maintenant, c'est juste un autocollant qu'on met. En fait, ils adaptent aussi par rapport aux demandes. Mais... Voilà, ce qui est intéressant, c'est un modèle de développement que j'ai vu unique, où c'est le gouvernement qui met en œuvre, qui s'appuie sur une entreprise pour aider à la mise en œuvre. Vous le dites très justement, dans ce projet-là, c'est aussi une de ses particularités, le gouvernement s'appuie sur une entreprise, il ne s'appuie pas sur une ONG. Qu'est-ce que cela pose comme différence ? Alors, la différence, c'est que ben là aussi, les fondateurs de Cushy Baby ont été assez visionnaires parce que dès le départ, ils ont recruté toute une équipe mais où tous les profils sont complémentaires, où toutes les compétences sont représentées, que ce soit dans l'informatique, dans la santé publique, dans l'ingénierie. Il y a toutes les compétences et l'équipe sont tous complémentaires les uns par rapport aux autres. Et l'organigramme est plat, en fait. C'est un râteau. Il y a le dirigeant voilà. Et tout le monde a un râteau dessous. C'est ça. Et donc, tout le monde a un rôle à jouer parce qu'il n'y en a pas un seul qui peut travailler sans les autres. Et tous participent à la décision. Et en fait, chacun, je voudrais dire, possède l'outil, en fait, possède l'entreprise. Et dans une ambiance très, qui colle avec le UDC, dans une ambiance très start-up, apparemment. Ben oui, parce qu'en fait, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent mais moi, on m'a fait des propositions, je serais bien mieux payé dans telle et telle grande structure, mais dans telle ou telle grande structure, mon travail resterait anonyme. Là, ce que je fais, j'en discute avec les collègues et on le fait ensemble et on le fait pour les gens. Et ça fait toute la différence. En fait. J'ai envie de vous dire, on est en passage à l'échelle, ça marche bien, on est main dans la main avec le gouvernement, tout roule pour Cushy Baby, il n'y a pas de faiblesse dans le dossier. Ben, là aussi, on pourrait dire que tout roule, mais il n'y a pas eu d'évaluation économique, on ne sait pas combien coûte la prise en charge. Il y a beaucoup de choses, tous les aspects économiques n'ont pas été abordés. Et puis je dirais, s'il faut être un peu critique, c'est que leur faiblesse vient de leur force, en fait. Toujours. C'est comme le facteur humain. C'est une équipe qui est très jeune, qui est très dynamique, qui travaille des heures et des heures, qui ne compte pas les heures. Mais la contrepartie de la jeunesse et du dynamisme, c'est peut-être le manque d'expérience. Et donc, dans l'équipe, il n'y a pas ça manque de vieux, quoi. Ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça. On va dire les choses correctement. C'est ça. Donc, voilà, c'est... Dernier projet, dernier pays, on part au Bangladesh, cette fois-ci avec un autre projet qui a été primé ici, récompensé ici, donc encouragé, soutenu par la Fondation Pierre Fabre, qui s'appelle Traumalink. Alors le Bangladesh, on rappelle un petit peu rapidement les données, c'est un pays où il y a beaucoup d'accidents de la route et pas toujours forcément des moyens d'intervention, d'urgence pour les victimes. Et Traumalink a formé des centaines de volontaires dans tout le pays, le long des principaux axes routiers, au premier secours. Ils ont formé 700 hommes, 60 femmes. Ils ont mis en place un call center qu'on peut appeler si on est témoin d'un accident. Et le call center, donc par géolocalisation, va aller géolocaliser des personnes qui ont été formées, qui sont volontaires pour aller tout de suite, immédiatement sur l'accident de la route, apporter des premiers secours. Et le call center va s'assurer aussi, va se mettre en relation avec les institutions publiques pour éventuellement déclencher des secours type ambulance, pompiers à venir derrière. Premier constat, avant d'avoir les faiblesses, premier constat, il ne faut jamais l'oublier, c'est un système qui permet de sauver des vies tous les jours au Bangladesh. Oui, et à plusieurs niveaux, parce qu'en fait, au Bangladesh, c'est une route qui est extrêmement meurtrière. Il y a une densité de près de 5 accidents par kilomètre par jour. Faut s'imaginer ce que c'est l'autoroute. Vous avez les bus qui foncent. Le gars qui, avec sa moto, qui pour économiser quelques kilomètres, va remonter en sens inverse, va zigzaguer entre les bus. Il y a le piéton qui va traverser. Et donc, il y a constamment des accidents. Et les gens qui habitent le long de ces axes routiers, par tradition, vont porter secours aussitôt. Et donc, l'idée, au début, on s'aperçoit que les gens qui vont porter secours, qui ne connaissent rien en soins de première urgence, peuvent faire plus de mal que de bien, parce que quand on secoue un accidenté, on peut imaginer les dégâts qu'on peut faire. Et donc là aussi, c'est le facteur humain. C'est l'un des fondateurs de Traumalink a eu son papa qui est décédé d'un accident comme ça. Il a dit, je vais mettre en place une formation en premier secours. Et donc, l'idée première, c'était ça, c'est de former des bénévoles communautaires pour porter secours et porter des bons secours, faire les soins appropriés. Et très vite, l'idée géniale était de créer ce call center pour
justement mobiliser très rapidement ces bénévoles de la communauté et surtout organiser la préhospitalisation et aussi faire venir les services de police, etc., pour éviter le suraccident. Donc on sauve des vies en évitant le suraccident, on sauve des vies en intervenant dans ce qu'on appelle l'heure d'or, c'est-à-dire en moins d'une heure, la personne accidentée est transférée à l'hôpital. On sauve des vies en organisant l'ambulance, parce qu'il n'y a pas d'ambulance dans le pays, pratiquement. Là aussi, comme pour tout ce qu'on fait dans la santé numérique, on est victime ou tributaire des faiblesses du système de santé. Là, le problème, c'est les transports. Donc le call center, une fois que l'accident est géolocalisé, s'occupe aussi de mobiliser les secours, pendant que les bénévoles ne focalisent que sur la prise en charge de l'accidenté. Donc c'était assez extraordinaire. Et là aussi, comme dans de nombreux projets de santé digitale, autre point commun, on a une maîtrise tech qui est quand même impressionnante, un vrai savoir-faire avec ce call center, et une capacité à géolocaliser des volontaires et à les déclencher. C'est pas rien. Hein. Oui, et puis c'est d'autant plus extraordinaire que leur trousse, leur petite pharmacie est placée au bord de la route, parce qu'il y a plein de petites boutiques tout le long de la route, elle est toujours dans une des boutiques, et donc les volontaires sont mobilisés immédiatement, viennent de chez eux, ils savent que le matériel est déjà prépositionné, et ils peuvent intervenir, et ils savent que la police va arriver pour sécuriser l'accident. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Alors on voit, notion de service total, rendre service, sauver des vies, aller jusqu'au dernier kilomètre, c'est le cas de le dire, là on le fait. Maîtrise de la tech, call center, géolocalisation, reconnaissance du savoir-faire, adhésion de la population. On forme également de la population par centaines au premier secours. Ça, ce sont tous les points très positifs de ce sujet. Embarquer les gens avec nous grâce au numérique. Dans les faiblesses, Philippe. Alors peut-être un point positif que j'ai oublié, mais qui me paraît très important, c'est une conséquence non intentionnelle du programme, c'est que les bénévoles sont tellement bien formés que dès qu'il y a un accident domestique ou un accident au champ, ce sont eux qui interviennent et donc permettent un désengorgement du système de santé aussi. Et ça, on ne le retrouve pas forcément dans des chiffres classiques d'une évaluation de projet. Ce sont les fameux éléments périphériques dont vous parliez tout à l'heure. Alors, dans les faiblesses, c'est une faiblesse un peu structurelle aussi. Ouais. C'est le manque de financement de l'ONG. C'est une toute petite structure, Traumalink. Et à chaque fois qu'ils arrivent à mobiliser un petit financement, ils progressent par 10 km par 10 km. Et donc, ils sont à un carrefour. Soit ils continuent comme ça 10 km par 10 km, soit ils se posent et disent tiens, on va changer de dimension. Et donc là, ça suppose peut-être une réforme de l'institution, enfin de l'ONG, de voir comment fonctionner si on change de dimension. Et la deuxième faiblesse, c'est que, contrairement par exemple au Burkina Faso, où il y a une réelle volonté politique, ou en Inde, où il y a une réelle volonté politique, là on est plus comme au Cameroun, où il n'y a pas de volonté politique de faire quelque chose. C'est-à-dire que la sécurité routière n'est pas une préoccupation pour le gouvernement du Bangladesh. Il n'y a pas de stratégie de sécurité routière, il n'y a pas de stratégie de prise en charge des accidentés de la route. C'est-à-dire qu'à un moment, ça aussi c'est une constante, le passage à échelle est réellement complètement bloqué, impossible si la volonté politique ne suit pas. Il n'y a pas de pérennisation possible sans volonté politique. Voilà, il n'y aura pas de... Voilà, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'intégration dans le système de santé, en tout cas. Et puis là, comme les autres projets, on n'a pas de modèle économique, donc on ne sait pas non plus combien coûte la prise en charge d'un accident, quoi. Ouais, on a vu 4 projets concrets, forces, faiblesses de chacun. Est-ce qu'on peut en tirer des grandes règles générales que vous avez essayé de poser, qu'on va voir sur des diapos, Philippe ? Oui, effectivement, j'ai essayé de... Bon, c'est un exercice difficile, parce que comme vous voyez, c'est des contextes différents, des échelles différentes, des outils différents. Mais ce que j'ai retenu, c'est que dans tous les cas, c'est comme avoir un pulse à 4 pièces, où les 4 pièces du pulse doivent être assemblées pour avoir la pérennité. Donc, il faut un leadership. Soit c'est un leadership du porteur de projet tout seul, comme dans le cas du Cameroun, soit c'est un leadership partagé, comme dans le cas de Kouchi Baby. Donc, le facteur humain est quelque chose d'essentiel, ça on l'a vu. Il faut des partenariats solides. Donc là encore, c'est le facteur humain avec qui ce leader va pouvoir créer les partenariats nécessaires. Il faut un environnement favorable. Donc il faut une stratégie de e-santé. Il faut respecter les droits humains, l'éthique, la confidentialité, la protection des données. Donc c'est vrai que le temps est un peu court, mais quel que soit le projet, j'aurais demandé, est-ce que votre projet est développé en conformité avec la politique nationale ou avec la stratégie nationale ? Et à chaque fois, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe une stratégie. J'ai fait mon projet, je ne sais pas s'il y a une stratégie, je ne sais pas si c'est en conformité. Est-ce que votre projet
respectent les lois du pays vis-à-vis de la protection des données à caractère individuel. À chaque fois, la réponse a été « je ne sais pas ». Donc ça, c'est des facteurs à... Bon, il se trouve que j'ai recherché les stratégies, j'ai recherché les lois et tous étaient conformes, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est encore une fois des projets qui, des fois, se sont mis avant la création des lois, avant les trucs, mais tous ont développé leur propre éthique et donc appliquent des règles d'éthique internes à leur organisation. Et il se trouve que ces règles d'éthique, elles correspondent heureusement aux lois de protection, mais voilà, il y a tout ça. J'ai parlé des inéquités de genre, on n'en a pas parlé, mais dans un pays comme le Bangladesh, où il y a des grosses j'allais dire des différences basées sur le genre, mais l'accès aux services basés sur le genre est en défaveur des femmes. Donc il y a 700 volontaires hommes, 60 volontaires femmes. Mais ces 60 femmes, elles sont reconnues, elles ont gagné en autonomie. Et donc là aussi, c'est une conséquence indirecte du projet, c'est la promotion de la femme. Et donc tout ça fait que, c'est ce que j'appelais l'environnement favorable, c'est un des facteurs clés aussi de la pérennité. Il faut travailler de manière concomitante sur le système de santé, parce que vous pouvez améliorer une composante avec la santé numérique, mais si le reste ne suit pas, si les médicaments, il y a toujours des problèmes de gestion, des stocks, d'acheminement, etc., si les données ne sont pas utilisées, etc., votre outil, ça ne sert à rien d'avoir un bon diagnostic si vous n'avez pas le médicament. Donc il faut aussi ça. Il faut que ce soit une priorité nationale de santé publique. On voit au Cameroun, c'est loin d'être le cas, donc il y a toujours un défi quotidien d'aller contre. Et enfin, ce qui manque dans tous les projets, c'est les évaluations économiques, de bien voir la capacité d'absorption du ministère de la Santé, de tout ce que va coûter un projet. À mon avis, c'est un des facteurs qui nous manque pour pouvoir convaincre un Premier ministre ou un ministre de Finances d'investir dans la santé numérique en disant, ben voilà, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, quoi. Voilà. Merci beaucoup Philippe Lepère pour ces explications, surtout ce puzzle un peu magique que vous nous donnez, 4 éléments. Vous dites il faut que ces 4 éléments soient dans le projet pour avoir un succès. Sur les projets que vous avez vus, malgré les forces et les faiblesses, on n'arrive pas encore à avoir les 4 éléments. Et on voit bien que ce puzzle, il part du terrain, de votre observation de terrain, et non pas d'une observation de bureau qui redescendrait et dégoulinerait sur tout le monde. Ça, c'est important de dire. Merci, on peut applaudir Philippe Lepère pour cette présentation. Et on va donc poursuivre nos réflexions sur cette journée qui est consacrée à la capitalisation sur l'innovation en e-santé.